Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire Enercop. Comment Enercop choisit ses producteurs. Donc il est 13 h, on va pouvoir bientôt commencer. Je vais me présenter, je m'appelle Nathan, je suis chargé de vie coopérative à Enercop Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, voilà, on vous présente un webinaire sur l'approvisionnement d'Enercop en énergie. Et donc, je serai assisté de Denis, chargé de Vicop également en Hauts-de-France, à Enercop Hauts-de-France. Et comme animateur et plutôt comme conférencier, on aura le plaisir d'inviter Pierre Guello, chargé de production et d'approvisionnement à la coopérative Enercop Hauts-de-France. C'est Pierre qui va pouvoir nous partager ce webinaire et qui va donc en faire la présentation. Pour ce qui est des détails techniques, pour toutes les questions que vous pourrez poser pendant ce webinaire, merci de les poser dans le chat. Donc, le chat, c'est quand vous avez votre écran de l'application Zoom ouvert. Normalement, tout en bas, vous avez une petite fenêtre écrit chat. Et là, vous pouvez poser vos questions. Donc, le format de ce webinaire, ça sera 20 à 30 minutes de présentation réalisée par Pierre. Et ensuite, nous aurons une demi-heure d'échange et de questions. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Nous les récupérons. Et ensuite, nous pourrons les poser à Pierre par la suite. Je propose que Pierre, vous puissiez commencer. C'est bon, c'est parti. Bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce webinaire sur l'approvisionnement d'Enercop et la charte qui nous permet de choisir nos producteurs. Alors, tout d'abord, la charte, elle a été élaborée par le pôle énergie. Elle est utilisée par la branche approvisionnement et par la branche production. Donc, l'approvisionnement, c'est le principe d'aller acheter de l'énergie à des acteurs indépendants, ou des collectifs de citoyens ou des collectivités. Et la production, c'est le fait de mettre en place des nouveaux projets de production au sein d'Enercop. Donc, cette charte, elle nécessite encore une validation au niveau réseau. Et pour les différents points où ça nous pose question, on va échanger avec différents acteurs, différentes associations sur des points spécifiques. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlerai de photovoltaïque sur le sol, et notamment au niveau agriculture. On a des échanges avec Solagro ou Terre de Liens, par exemple, sur ces sujets-là. Alors, en principe de base, on s'appuie sur le scénario qui a été donné par l'association Negawatt, qui se base d'abord sur la sobriété et l'efficacité. Pour ça, on a mis en place différentes actions que vous voyez à l'écran. Également, je vous précise les C2E, donc certificat d'économie d'énergie. Là, c'est lorsque vous voulez faire des travaux, par exemple, chez vous. Vous pouvez être accompagné par Enercop qui va vous verser une prime par l'intermédiaire d'un partenaire qui s'appelle PassRénov et sur lequel on ajoute une prime également. Et enfin, nous avons la charte qui permet de vérifier en quoi l'énergie que nous achetons ou que nous produisons est renouvelable et surtout soutenable. Alors, je reviens sur l'aspect sobriété et efficacité. On voit en bas la différente progression de la consommation d'électricité en France, et notamment la projection donnée par le scénario de l'ADEME à 2050. Donc, on voit que cet aspect sobriété et efficacité est un enjeu particulièrement important pour pouvoir mettre en place un approvisionnement
100% renouvelable et soutenable en France. Toujours dans les critères généraux, donc il y a deux parties, la responsabilité énergétique et la responsabilité écologique. La promesse des ENERCOP, c'est d'arriver à un mix électrique de 100% renouvelable et en contrat direct. C'est-à-dire qu'on achète et l'électricité et les garanties d'origine à des producteurs français, produisant donc sur le territoire. Initialement, donc, le projet d'ENERCOP était d'offrir aux consommateurs un mix sans énergie fossile ni énergie fissile et d'avoir un impact carbone favorable. On verra un peu plus loin l'évolution du mix énergétique d'ENERCOP qui va un peu expliquer l'évolution de l'impact carbone, puisque en 2019, on était à 6,7 grammes de CO2 par kilowattheure, et en 2020, on devrait être autour de 11 grammes. En fait, on avait surtout de l'hydroélectricité qui a un impact carbone très faible, et en 2020, on a beaucoup plus d'éolien, et l'impact carbone est un peu plus élevé sur l'éolien. Et aussi plus élevé dans le photovoltaïque. Ensuite, responsabilité écologique. Donc, on peut très bien produire de l'énergie renouvelable, mais avec un impact carbone faible. Mais il y a aussi le respect des écosystèmes, de l'eau, de l'atmosphère. On voit sur des grands barrages hydroélectriques qui ont des impacts écologiques importants. Les moulins en fil de l'eau peuvent aussi avoir des impacts écologiques. Et donc, c'est des choses qu'on va regarder à travers la charte. De la même manière pour la biomasse, il peut avoir des impacts écologiques importants. Donc, c'est des choses qu'on va vérifier. De la même manière dans l'éolien, il peut avoir des impacts. Et puis dans le photovoltaïque. Enfin, sur les critères généraux, on a la responsabilité sociale et citoyenne. L'idée du projet d'ENERCOP, c'est de permettre aux citoyens et aux collectivités de se réapproprier la question de l'énergie sur leur territoire. Donc, déjà en investissant, ce qui va permettre d'avoir des dividendes qui vont retomber sur le territoire plutôt que de partir dans des fonds de pension à l'étranger, par exemple, ou dans des grosses entreprises qui vont faire de l'optimisation fiscale. C'est pour ça qu'on s'attache à aller plutôt vers acheter de l'électricité provenant de collectifs de citoyens ou de collectivités ou d'acteurs indépendants. De la même manière, à partir du moment où on se réapproprie cet enjeu, on va pouvoir, sur les moyens de production, notamment plutôt travailler avec des entreprises locales. Et en même temps, ça permet à tous les citoyens de s'approprier aussi la question de la maîtrise de la demande en énergie, parce qu'ils vont voir que ce n'est pas forcément évident de produire de l'énergie, et autant ne pas trop en consommer. Et de définir l'impact sur l'environnement qu'ils estiment acceptable pour leur territoire. Et enfin, travailler sur la solidarité. ENERCOP, par exemple, travaille avec Énergie Solidaire, qui a des projets de solidarité sur toute la question de précarité énergétique. Alors, l'approvisionnement chez ENERCOP, voilà l'évolution. Donc, comme je vous disais, en 2019, on avait un mix électrique encore très basé sur l'hydroélectricité, avec déjà pas mal d'éolien. Et pour 2020, là, ça c'est une projection de ce qu'il y aura. Il faut faire le bilan en fin d'année en termes de production et de consommation. Mais on s'oriente vers cette répartition, donc avec de l'éolien beaucoup plus présent, le photovoltaïque qui augmente également très sensiblement. Et enfin, on avait déjà des producteurs en 2019 en biomasse, mais c'était des petits producteurs, et on va commencer à avoir des
des producteurs plus importants en 2020 sur la biomasse, donc qui commence à rentrer significativement dans le mix énergétique d'Enercop. Là, c'est la consommation des clients qu'on voit en jaune. Donc, on voit que en 2019, ce bilan-là, il n'est pas encore fait pour 2020. Donc, on voit que la plupart des gens consomment plutôt de l'électricité en hiver. Et là, notre mix étant très axé sur l'hydro, on avait notamment pas mal de moulins qui fonctionnent sur des torrents en montagne et qui sont très dépendants de la fonte des neiges, donc avec beaucoup de production, notamment au printemps. Et on a eu pas mal de soucis sur 2019 puisqu'on n'avait pas bouclé complètement l'approvisionnement en fin 2018 pour 2019. On n'avait pas suffisamment de marge pour couvrir les aléas et on a eu des aléas, pas mal d'aléas négatifs avec des pannes sur des éoliennes et surtout une année très sèche encore en 2019. On a donc en fin d'année contractualisé avec une grosse centrale hydroélectricité donc qui montre le pic de production en fin d'année et qui nous a permis de couvrir plus de 100% en contrat direct les besoins des consommateurs Enercop pour 2019. Alors, je vais rentrer plus spécifiquement dans les différentes filières sur les critères qu'on se donne dans la charte. D'abord sur l'hydroélectricité. Alors, généralement, on va, comme je vous le disais, surtout travailler avec des collectifs de citoyens, des collectivités et des producteurs indépendants. On va s'attacher à vérifier sur l'ensemble des moyens de production quelle a été la concertation avec les acteurs locaux. Sur l'hydroélectricité, c'est vraiment un enjeu important. Il y a vraiment une multitude d'acteurs. Il y a la DDT, la DREAL, les collectivités, les fédérations de pêche, les usagers, les différents usagers de la rivière. On va plutôt favoriser donc les rénovations de moulins au fil de l'eau, donc qui ont un impact écologique plus faible que des grands barrages qui vont en noyer toute une vallée. On va regarder également surtout le respect de la continuité écologique qui permet donc notamment aux sédiments de s'écouler le long de la rivière et aussi à toutes les espèces qui vivent aquatiques, qui vivent dans la rivière, telles que les poissons, les batraciens. Il y a pas mal de choses à vérifier en termes de continuité écologique et que tout le monde puisse vivre de cette rivière et surtout la faire vivre. Donc, c'est un avantage énergétique très intéressant, l'hydroélectricité, puisqu'en général, ça va plutôt produire pendant l'hiver et ce 24 heures sur 24. Là, je vous ai donné la courbe d'un moulin sur une rivière, la courbe de production tout au long de l'année. Donc, et c'est surtout l'été qu'on arrive en période d'étiage où il y a les plus faibles productions. Mais c'est là où on a moins besoin d'électricité. Et donc, ça va surtout produire pendant l'hiver. Ensuite, nous avons de l'éolien terrestre. Donc, les différentes études qui sont imposées par la réglementation, telles que l'intégration paysagère, l'étude acoustique, l'étude avifaune et chiroptère, ça, c'est imposé par la réglementation. Et nous, on va vérifier comment les études se sont passées et surtout quelle a été la concertation avec les collectivités et les habitants. Et on va favoriser les parcs éoliens ayant des collectifs de citoyens présents dans la gouvernance. Mais ce n'est pas systématiquement le cas. Et ça a l'avantage surtout
d'avoir les meilleures retombées sociales pour le territoire. En termes d'énergie, donc l'éolien, c'est surtout une production hivernale. Là, je vous ai donné l'exemple d'un parc éolien qui va surtout produire pendant l'hiver. En éolien maritime, donc c'est une filière émergente en France qui existe, qui est assez développée sur le nord de l'Europe et à travers le monde, mais qui est émergente en France. Donc on a on a contractualisé avec la première éolienne flottante de France qui a été mise en place par une société d'économie mixte portée par l'École centrale de Nantes, au Croisic. Donc sur cette filière-là, on va regarder quelle a été la concertation de l'ensemble des acteurs sur le milieu marin, avec les écologues, mais aussi la pêche, et quelle a été la transparence du projet. Et de la même manière, à chaque fois qu'on puisse avoir de l'appropriation citoyenne sur ces moyens de production, on va le favoriser. Sachant que sur cette filière-là, les apports en fonds propres sont très conséquents. Les projets sont assez importants. On a par exemple le projet qui est en cours à Dunkerque, qui représente presque 500 mégawatts installés, et qui demande, c'est un projet à plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est compliqué pour emmener les citoyens sur ça. C'est aussi compliqué pour Enercop d'aller sur ce type de projet-là. Donc là, c'est des grands industriels qui vont sur ce projet-là, si ce n'est Semrev qui a pu faire une première expérimentation au Croisic. Avec un avantage énergétique similaire à l'éolien terrestre, qui est une production hivernale, mais qui est plus continue que l'éolien terrestre, avec des facteurs de charge, c'est-à-dire des productions par mégawatt installé qui sont plus importantes. On sera pour un mégawatt installé, c'est 3600 mégawattheures au moins qui seront produits en éolien maritime, alors que sur l'éolien terrestre, on est entre 2 et 3000 mégawattheures produits par mégawatt installé. Enfin, nous avons le photovoltaïque, sur lequel nous travaillons beaucoup au niveau de la production, avec des installations sur bâtiment et aussi sur sol, donc pour lequel on va plutôt favoriser les terrains dégradés, tels que les friches industrielles ou les anciennes décharges. On ne s'interdit pas d'aller sur les terrains agricoles, sur lesquels il y a énormément de pression foncière, notamment dans le sud de la France, mais avec des études d'impact approfondies, notamment sur l'agronomie du terrain. Quelle est la valeur agricole du terrain? On va favoriser également la coactivité avec la production de fourrage ou simplement déjà permettre le pâturage pour notamment les ovins. L'avantage énergétique sur le photovoltaïque, c'est que ça produit pendant la journée et c'est les périodes où on va le plus consommer. On consomme naturellement plus d'électricité pendant la journée que pendant la nuit, même s'il y a par exemple le tarif hors pleine heure creuse qui permet de décaler les consommations plutôt pendant la nuit. Mais si par exemple vous avez du photovoltaïque sur votre toiture et que vous êtes en autoconsommation, vous avez aussi la possibilité de décaler pendant la journée vos consommations pour pouvoir autoconsommer un maximum de votre électricité selon vos besoins. Enfin, la biomasse, donc sur lequel jusqu'en 2019 on avait trois petites installations de moins de 36 kW. Et là, en mai, il y a une nouvelle installation assez importante qui va représenter 10 GWh en année pleine de biomasse.
Alors, la différence importante à faire avec l'incinération de déchets, hein. Enercop, dans sa charte, a choisi de ne pas s'approvisionner auprès d'incinérateurs. Pour nous, ce n'est pas de l'énergie renouvelable et on se base plutôt sur le scénario zéro déchet, porté notamment par l'association Zero Waste, en invitant les collectivités à réfléchir sur la réduction des déchets plutôt que d'en faire de l'incinération. Donc, on va vraiment aller sur de la cogénération à partir de biomasse, par exemple avec de la méthanisation, de regarder les sous-produits, notamment des agriculteurs ou des collectivités. De bien maîtriser la question d'approvisionnement des intrants. L'idée, c'est d'éviter de faire à ces sous-produits de biomasse des distances importantes qui feraient que leur impact, qui donnerait un impact environnemental trop important. De vérifier aussi la question de l'épandage du digestat, c'est-à-dire que les agriculteurs aient la possibilité de fertiliser les champs avec le digestat qui est produit par la méthanisation. Mais c'est souvent lié à leurs propres intrants. Donc, l'avantage énergétique, c'est que c'est de la production continue, hein, ça peut fonctionner toute l'année. Donc, on va dire 8000 heures par an, hein, sur les 8760 heures de l'année. Et on a la possibilité de stocker, notamment à travers la méthanisation. Voilà, j'en ai fini de la présentation. Et c'est maintenant à votre tour de poser des questions. Merci Pierre pour cette présentation. Alors, comme l'a dit Pierre, vous pouvez poser vos questions dans le chat, donc l'onglet chat. On a déjà répertorié quelques questions. Je vais demander à Pierre s'il peut me donner la main pour que je puisse partager. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer à prendre vos questions. Alors, on avait déjà une première question qui était donc, où se fournit Enercop en cas de production, donc production qui ne serait pas qui serait inférieure à la consommation. Alors, depuis que je suis chez Enercop, ce n'est pas arrivé. Je suis arrivé chez Enercop en 2016. On a toujours eu plus de contrats directs sur l'ensemble de l'année que ce que consommaient nos clients. Ah, si, non, il y a peut-être la première année où on avait été acheter des garanties d'origine sur un parc éolien en Belgique avec un partenaire, avec une coopérative qui s'appelle EcoPower à l'époque. Mais tout le jeu de l'approvisionnement, c'est de contractualiser avant l'année de livraison, de manière à ce que ça représente plus de consommation que ce que représente la consommation qu'on prévoit pour les consommateurs. Donc, il y a beaucoup d'interactions, notamment avec la partie commerciale, pour voir quelles sont les perspectives de consommation pour l'année à venir et même les années à venir, et ainsi aller chercher plus d'approvisionnement que nécessaire pour couvrir notamment la partie aléa, si on a une année trop sèche ou pas assez venteuse ou pas assez de soleil. Mais du coup, on voit très bien l'intérêt d'aller vers un mix équilibré des différentes énergies renouvelables. Et donc l'année dernière, la question s'est posée sur
sur la production qui était plus faible. On a vu ça à partir de juin, juillet, qu'on n'allait pas avoir assez de production pour couvrir l'ensemble de nos besoins. Et on a contractualisé donc à partir de septembre 2019 avec une grosse centrale hydroélectrique sur un fleuve pour avoir suffisamment d'approvisionnement pour nos consommateurs. Mais donc l'idée, c'est de contractualiser en amont suffisamment d'énergie pour nos consommateurs. Merci Pierre. Est-ce que, je pense que pour que ça soit un peu plus sympa pour tout le monde, est-ce que Pierre, tu peux nous partager nous mettre ta vidéo et puis me donner l'accès également pour que je puisse… Voilà, très bien. Ouais. Et comme ça, vous voyez ma tête. voilà. Et est-ce que tu peux cliquer sur Nathan Enercop et me donner l'accès, comme ça je vais pouvoir… Te donner l'accès, c'est-à-dire… Normalement, tu peux Cliquer. faire un clic droit sur mon nom. Sinon, c'est pas très grave, on peut te voir, donc c'est déjà bien. Je vais donner la parole à Denis pour qu'il puisse te poser une nouvelle question. Denis, es-tu là? Bonjour à tous. Oui. Ouais. Une nouvelle question pour Pierre. Les 4 types d'énergie d'Enercop suffiraient-elles pour satisfaire les besoins d'électricité en France, sans le nucléaire ni les barrages? Alors, sur les grands barrages, ça a posé une question, mais les 4 types d'énergie, là, c'est des analyses plus macro, hein. J'ai donné un peu les pourcentages dans les titres au niveau France. C'était pour 2019. Au niveau de l'hydroélectricité, ça représente 68 TWh par an. La consommation est 480, hein. Mais avec une projection en 2050 à 240 TWh. Avec les barrages, les moulins qu'on peut rénover encore, c'est possible d'arriver à 80 TWh. Sur l'éolien, on est à 35 TWh, je crois, de production. Donc, si on double la capacité en éolien et puis qu'on en ajoute aussi au niveau du littoral sur l'éolien maritime, c'est aussi possible d'arriver à 80 gigawattheures. Et enfin, vous avez le photovoltaïque. En installant du photovoltaïque, notamment sur les parties artificialisées que sont les toitures. Les toitures et puis les différents projets au sol qu'ils puissent avoir sur le territoire en respectant, en évitant la concurrence, notamment au niveau alimentaire. Des usages de la terre, on pourrait aussi arriver à 80 gigawattheures, donc ce qui nous amène à 80 terawattheures, ce qui nous amène à 240 terawattheures, ce qui est ce qui est envisagé par le scénario de l'ADEME en 2050. Donc, à mon sens, mais là c'est très personnel, je pense que c'est tout à fait atteignable, même si on voit qu'il y a encore pas mal d'efforts à faire pour y arriver, notamment en termes de sobriété et d'efficacité, mais aussi sur les différentes énergies renouvelables. Merci Pierre. Alors, nous avons une nouvelle question. Donc, tu nous as parlé un peu plus des différentes techniques et énergies. Et il y avait une question sur, tu as parlé de l'éolien marin, et il y a une question qui est, est-il envisagé d'avoir de la production basée sur la force des marées courants marins? Est-ce que c'est une technologie qui est au point?
ça ne fait pas partie des sujets que j'ai pu voir au sein d'Enercop actuellement. Mais effectivement, c'est un sujet qui est intéressant sur les hydroliennes et notamment le projet de l'île de Sein d'avoir une autonomie énergétique avec une hydrolienne dans le courant qui est juste à côté de l'île de Sein. Il y a quelques expérimentations, mais actuellement, on n'a pas de producteurs dans ce domaine-là. Mais si vous avez des contacts, moi, ça m'intéresse. C'est noté, merci Pierre. Il y a une autre question, c'est quels sont les objectifs de diversification du mix de production en 2021 pour Enercop? Est-ce que c'est augmenter la production de panneaux photovoltaïques ou continuer la part de l'éolien? Là, il y a beaucoup de producteurs qui sortent en photovoltaïque. Hein. On a beaucoup de projets en production, et notamment sur l'approvisionnement long terme qui vont commencer à sortir à partir de 2021. Donc l'approvisionnement long terme, l'idée c'est d'aller contractualiser sur des contrats jusqu'à 30 ans avec les producteurs sur un prix qui est fixé d'avance, donc qui a l'avantage aussi de se décorréler du marché et pour le producteur et aussi pour Enercop. Et c'est surtout des projets dans le photovoltaïque. Donc là, en termes de pourcentage, entre 2019 et 2020, on a plus que doublé la part du photovoltaïque. C'est quelque chose qui va continuer, mais en même temps, on a aussi une augmentation de consommation, une augmentation de production. Donc, la production photovoltaïque au sein d'Enercop est vraiment en train de monter, et je pense que ça va être encore le cas, sachant que c'est la majorité en nombre pour l'ensemble des producteurs Enercop. Il y a 340 producteurs Enercop et il doit en avoir 200 producteurs en photovoltaïque. Mais souvent, donc, le photovoltaïque, c'est des plus petites installations avec des productions qui sont plus petites que l'hydroélectricité ou l'éolien. Merci Pierre. Et je propose qu'on passe maintenant à une question par type de production. Donc on va commencer par l'éolien. Donc on nous parle du développement des éoliens sans pales. Est-ce que c'est quelque chose que Enercop travaille dessus ou avec des producteurs de l'éolien sans pale? Alors, je connais quelques... c'est Aerovolt qui produit ça, mais c'est quand même, ça reste des machines tournantes où il y a une éole aussi sur de l'axe vertical. Donc c'est pas des grandes pales telles que ce qu'on voit dans le paysage. Donc c'est plutôt des petites installations sur bâtiments. Alors ce qu'il faut voir, c'est que l'éolien, sa production est proportionnelle à la surface balayée. Et donc la surface d'un cercle, c'est πr carré. Donc c'est proportionnel au carré de la taille de la pale. Donc pour une pale de 2 mètres, elle va produire 4 fois plus qu'une pale de 1 mètre. Donc les petites installations éoliennes, souvent leur production d'énergie est relativement faible. Donc ce qui nous donne une course aux grandes installations éoliennes et sur des vents de plus en plus établis, tels que ce qu'il y a en mer. Donc on a
petites installations, de la même manière qu'on a pas mal de producteurs en photovoltaïque. On a aussi donc des particuliers qui installent des éoliennes. Mais dans le mix énergétique d'Enercop, ça représente pas beaucoup. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. C'est intéressant, comme ça tu peux répondre à d'autres questions également. Si on passe sur l'hydraulique maintenant, réussissez-vous à éviter de créer de nouvelles installations hydroélectriques sur les cours d'eau qui ont été préservés? Donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser la rénovation de moulins, sachant que souvent, d'installer un nouveau moulin, un nouveau seuil, c'est des investissements très importants. Et en tout cas, c'est aussi l'avantage de l'hydroélectricité, c'est des amortissements à très long terme. Faut investir sur 40 ou 50 ans dans l'hydroélectricité. Donc, on a déjà pas mal de moulins qui sont en fonctionnement depuis longtemps. Et puis, il y a des moulins à rénover et ça fait déjà pas mal de travail. Je n'ai pas connaissance d'un producteur qui soit une nouvelle installation sur une rivière. Après, au niveau de la charte, on se l'interdit pas. Comme je disais, c'est quel est l'impact environnemental mesuré par les différentes études d'impact qui nous permettra de dire si on va aller effectivement installer un nouveau seuil, de faire un nouveau barrage. Mais en tout cas, par le principe, on privilégie la rénovation de moulins. Très bien. Et donc, une autre question qui arrivait dans le chat, c'est à combien jugez-vous le parc de moulins à rénover? Alors, je ne sais pas si c'est en France ou… on va répondre sur la France parce que l'objet d'Enercop, c'est de travailler sur la France. J'ai des idées sur les Hauts-de-France, puisque moi, je prospecte en Hauts-de-France. Il peut… Alors, j'ai pas le fichier sous les yeux, mais c'est assez important, quoi. Il y a beaucoup de rivières en France, il y a beaucoup de seuils qui sont à l'abandon, pas utilisés, qui représentent une part importante d'électricité. Mais comme ça, brûle pour point, je ne peux pas vous donner les chiffres. Mais je pense qu'il y a des études qui existent là-dessus. Et c'est loin d'être négligeable, quoi. Très bien. Alors, on va pouvoir passer sur la photovoltaïque. Il y avait une question vous parlez de photovoltaïque, donc sur les terrains agricoles avec possibilité de pâturage. Est-ce qu'il y a des études d'impact sur les animaux qui sont présents également sur ces terrains agricoles? C'est une étude d'impact sur l'installation, bien sûr, de panneaux photovoltaïques. Donc, sur les animaux en eux-mêmes, je ne sais pas. Je sais que Terre de Liens s'est intéressé par une expérimentation dans ce domaine-là et de mettre en place des études d'impact vraiment approfondies sur toutes les questions. La question, elle va être plutôt sur le terrain et de toute manière, réglementairement, on doit donner une étude d'impact dès que le parc dépasse les 250 kW crête. Donc, c'est un parc de plus de 3000 m² au sol. On se doit de faire une étude d'impact sur l'ensemble de la faune et de la flore sur le terrain donné. Merci. Alors, on a une question également sur le photovoltaïque.
La question est telle que dans le cas d'une nouvelle centrale, est-ce qu'on peut directement approvisionner Enercop ou est-ce qu'il faut passer par un contrat avec l'opérateur historique pour basculer chez Enercop? Alors, Question un peu plus technique. au niveau, là on est plus trop sur, c'est moins sur la charte, mais au niveau contractualisation, si c'est un projet en obligation d'achat, Enercop est acheteur obligé, mais pas, mais l'acheteur obligé historique est le seul à être de premier rang. Donc, il faut d'abord passer par EDF pour contractualiser en obligation d'achat et après faire un avenant tripartite qui permet de transférer le contrat à Enercop. Par contre, on peut très bien, alors sur des installations plus importantes, donc de plus de 500 kW crête, là on passe sur un principe de complément de rémunération. Et là, Enercop peut acheter, contractualiser dès le départ et avoir un contrat spécifique à Enercop. Mais un complément de rémunération garanti par la Commission de régulation de l'énergie. Et aussi, on peut faire des contrats de gré à gré. Et donc là, on sort des questions de tarifs de soutien public et on peut contractualiser directement avec Enercop. Merci. Et je rappelle à toutes et à tous pour toutes les questions concernant la production, donc il y aura un webinaire qui sera organisé donc le jeudi 26 novembre pour parler de comment Enercop développe la production d'énergie. Pierre, il y avait une autre question sur il y a une autre question sur la biomasse. Pour la biomasse, est-il plus intéressant de distribuer du gaz que de transformer en électricité? Enercop deviendra-t-il un distributeur de gaz? Oui, pour la première partie de la question, c'est plus intéressant enfin oui et non. C'est plus intéressant d'injecter le gaz dans le réseau de gaz, mais il faut qu'il passe à proximité de l'installation de méthanisation. Parce que faire une conduite de gaz jusqu'au réseau de gaz, s'il est un peu éloigné, ça va coûter vraiment, ça va impacter économiquement le projet. Il y a déjà des tarifs de soutien, d'obligation d'achat ou de complément de rémunération dans la méthanisation pour l'injection de gaz qui sont assez importants, avec une grosse différence par rapport au prix de marché du gaz. Et donc pour ça, en fait, pour pouvoir injecter, il faut avoir un réseau de gaz assez dense. Donc, ce qui est le cas plutôt dans le nord de la France, où là, il y a vraiment un réseau de gaz qui passe presque partout dans les communes rurales. Mais le réseau d'électricité est plus dense. Donc, parfois, quand le méthaniseur est trop loin du réseau de gaz, dans ce cas-là, il faut envisager la cogénération avec production d'électricité et de chaleur. Donc, il faut avoir aussi l'usage de cette chaleur. Alors ça, c'est quand on passe par une phase de méthanisation. Après, en biomasse, on peut aussi utiliser les coupes, par exemple, de haies pour simplement, donc on les sèche d'abord, puis après on les brûle pour faire de la chaleur et de l'électricité. Et là, on passe pas du tout par la méthanisation. Mais donc pour le gaz, quand on est proche pour faire simple, quand on est proche du réseau de gaz, il vaut mieux injecter que c'est là où, au niveau de l'énergie, c'est le plus efficace
que de faire de la cogénération chaleur plus électricité. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et donc, on a cette possibilité-là d'acheter de l'électricité provenant de biomasse par méthanisation. Et le projet de devenir fournisseur de gaz est toujours dans les tuyaux, mais là où à cette date, je n'ai pas de date à vous donner. Je ne sais pas du tout quand est-ce que Enercop pourra devenir fournisseur de gaz. Merci Pierre. Alors on avait une autre question sur la biomasse. C'était à base de déchets agricoles ou à base de production primaire agricole? Sur le principe, c'était à base de déchets agricoles, de sous-produits ou de coproduits, et pas d'être dans le primaire. On va certainement pas sur les cultures énergétiques. À la rigueur, et ce en suivant la réglementation sur des cives, donc cultures intermédiaires à vocation énergétique, mais elles doivent juste être intermédiaires. C'est entre deux cultures à vocation alimentaire pour protéger le terrain. Donc effectivement, sur tout ce qui est biomasse, ça demande beaucoup de compétences en dehors du monde de l'énergéticien, des différentes associations environnementalistes qui peuvent éclairer notre prise de décision. Alors, on va partir sur une question un peu plus large, mais qui est bien dans le thème. Y a-t-il des difficultés à trouver des producteurs, entre autres attachés aux valeurs coopératives? On n'a pas que des producteurs dans qui sont des coopératives, qui sont des citoyens. En tout cas, systématiquement, les producteurs deviennent sociétaires, soit d'une SIC Enercop régionale, soit de la SIC Enercop nationale. Ça, c'est obligatoire. Et je n'ai pas encore vu de producteurs qui ont refusé de devenir sociétaires. Et il y a une partie d'analyse dans la charte des différents acteurs de l'acteur qui nous permet de mesurer quelle est son indépendance, sur quel autre domaine il travaille pour vérifier que c'est en cohérence avec ce que nous on souhaite. Et une partie qui est un peu plus subjective, qui revient un peu sur le prospecteur terrain, de ressentir qui on a en face de nous. Et effectivement, il y a des producteurs qui sont plus éloignés du modèle coopératif. Et effectivement, dans l'approvisionnement, on va plutôt privilégier que ceux qui sont plus en accord sur ce modèle-là. Mais il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir, quoi. On est toujours entre les deux. Et donc, c'est ça que chaque prospecteur terrain se doit de mesurer et, dans le choix des producteurs. D'accord. Et on avait une autre question qui est un peu dans le même sens. Qu'est-ce qui fait qu'un producteur X, qu'on va appeler X, répondant à la charte Enercop, va privilégier Enercop par rapport qu'à un autre distributeur d'électricité? Alors, quand on va prospecter un producteur, on va lui présenter le modèle Enercop. Comment on va tâcher de le faire venir. On va proposer des bonus en termes d'achat d'électricité.
Donc souvent, on achète un peu plus cher que les autres. Cet approvisionnement plus cher aussi, il est surtout dédié aux nouveaux projets de production et collectifs de citoyens et collectivités sur lesquels on va mettre des bonus plus importants. Et surtout, on va acheter l'électricité sur des prix qui sont fixés d'avance. Donc, ce qui permet d'avoir une visibilité et pour Enercop et pour le producteur. Alors, ce qui va intéresser plutôt les petits producteurs. Après, on a des grands. Plus le producteur est grand, plus il est parfois dogmatiquement attaché au marché. J'ai déjà eu un producteur qui m'a dit de toute manière, le marché a toujours raison. L'année d'après, il est venu me pleurer, il est venu m'expliquer que c'est dommage que cette année, le mégawattheure sur le marché, il se vend vraiment pas cher, alors qu'il aurait pu contractualiser en prix fixe, sur lequel nous on s'engage, et quoi qu'il se passe sur le marché. Alors, on peut aussi acheter au prix spot, c'est-à-dire au prix du marché. C'est le choix du producteur. Donc, s'il veut avoir de la visibilité ou pas, ou s'il spécule sur le fait que le marché va monter. Donc, il y a vraiment toutes sortes de producteurs possibles. Mais il ne faut pas se cacher, hein, nous, on achète un peu plus cher l'électricité de manière à ce que les projets puissent sortir et puissent être rentables pour les producteurs sans l'être de façon spéculative. On ne va pas aller sur des rendements des fonds propres qui soient particulièrement important. Donc, c'est une chose sur laquelle on va veiller, mais on est prêt à acheter plus cher pour que le projet puisse sortir et puisse éclore si on trouve que c'est un bon projet. Merci Pierre. Alors, on avait une autre question. Alors, je la lis. Je fais partie des centrales villageoises, une organisation de citoyens qui réalise des installations photovoltaïques. À partir de quelle puissance en kilowatts crête pourrions-nous vendre nos kilowattheures produits à Enercop? Et pouvez-vous acheter des kilowattheures au prix réglementé d'EDF? Oui, on peut acheter en obligation d'achat. Donc, c'est réglementé par la CRE, par la Commission de régulation de l'énergie. Donc, on est acheteur obligé et on peut acheter à ce prix-là. Et après, on se fait dédommager. La différence par rapport au prix de marché nous est remboursée par la CRE. Mais avec des efforts de trésorerie qui sont importants pour Enercop et pas toujours faciles à gérer. Et puis, chez les producteurs, on achète à partir de 3 kW crête installés. Donc, on a des petits producteurs qui sont à partir de 3 kW crête. Mais plus c'est important, plus ce sera plus ce sera intéressant pour l'ensemble du réseau. Mais l'idée, c'est de permettre à tout le monde de s'impliquer dans la transition énergétique. Merci pour cette réponse à cette question sur les centrales villageoises et la production photovoltaïque citoyen. On avait une question sur l'éolien. Vous dites que vous essayez de favoriser les petits barrages hydroélectriques plutôt que des grandes pour plusieurs raisons. Pourquoi ne pas se tenir ce même raisonnement pour les éoliennes? Alors, il y a l'enjeu, il n'est pas le même sur l'éolien. Il y a des études qui sont obligatoires
sur l'éolien, sur l'avifaune, sur les chiroptères. Il y a des contre-mesures qui sont tout à fait facilement envisageables dans l'éolien. Notamment, c'est particulièrement interdit de mettre de l'éolien dans un couloir de migration des oiseaux. Et puis, pour ce qui est chiroptère, on peut très bien arrêter les éoliennes au moment où, de l'envol des chauves-souris. En termes de d'impact écologique, je ne crois pas qu'il y ait de différence flagrante entre un grand éolien et un petit éolien. Alors, ce qui n'est pas le cas sur les grands barrages d'hydroélectricité. Là, on voit bien il y a une rupture de la continuité écologique sur un grand barrage, quoi. Ça, c'est clair. Merci Pierre, on va bientôt terminer ce webinaire. On va quand même encore poser 2-3 questions à Pierre avant de le libérer. Nous avions une question, c'était à part la charte, donc, existe-t-il d'autres écrits auxquels se réfèrent les équipes d'Enercop pour le choix des producteurs? Il y a le plan stratégique réseau qui les priorités qu'on s'est données au sein entre prospecteurs d'approvisionnement. L'idée, c'est de respecter cette charte, d'avoir aussi un équilibre économique et puis et de faire du contrat direct. Après, il y a différents labels qui sont sortis ou qui vont sortir, qui aussi influencent notre approvisionnement. Et dernier point, et on participe aussi à différents cercles avec différentes associations et mouvements, et notamment avec Énergie Partagée. Moi, je participe par exemple concrètement à leur réflexion sur leur charte sur l'hydroélectricité, avec plusieurs associations environnementalistes qui vont aussi nourrir concrètement notre charte à nous. Et donc, on va aussi s'appuyer sur la charte d'énergie partagée. D'accord. Merci pour cette réponse. On va encore poser 2 questions à Pierre pour ensuite le libérer. Alors, il y avait une autre question, c'était concernant les producteurs toujours. Quelle est la part de producteurs qui viennent spontanément à Enercop sans démarchage d'Enercop? Je ne pourrais pas dire quel est le pourcentage. Sur l'éolien sur lequel on était très peu présent il y a 3 ans, 3 ou 4 ans. Là, on a dû faire du démarchage pour se faire connaître comme acheteur. Puisque jusqu'en 2016 ou 2017, on était très bien connus dans le monde de l'hydroélectricité.
Et donc, du coup, les producteurs venaient spontanément vers nous pour avoir des renseignements. Mais je pense que c'est tout un travail qui a été fait au niveau de l'hydroélectricité. Et sur l'éolien, on a dû se faire connaître comme acheteur. Maintenant, les différents producteurs viennent assez naturellement, surtout ceux qui sont plutôt indépendants. Les gros énergéticiens, eux, ils ont déjà leurs propres canaux. Ou les gros fonds de pension, ils vont aller chercher plutôt des gros acteurs parce qu'ils ont des gros volumes et c'est plus simple d'aller signer avec quelqu'un qui est déjà bien connu, surtout quand vous êtes basé aux États-Unis. Enercop n'est pas connu aux États-Unis, par exemple. Donc, ces gros producteurs, ils viennent pas trop vers nous et en plus, on va pas trop vers eux. Donc, voilà. Mais sinon, maintenant, sur l'éolien, les producteurs viennent nous solliciter pour avoir un prix, pour connaître nos prix d'achat sur l'énergie éolienne. Naturellement, les collectifs de citoyens viennent très facilement vers nous. Je ne sais pas si c'est la majorité, mais il doit y en avoir quand même une bonne part. Les collectivités aussi nous connaissent bien et nous sollicitent c'est pas des marchés publics, c'est des consultations. Puisque là, ils ne sont pas en train d'acheter, mais ils sont en train de vendre. Donc, ils n'ont pas d'obligation de faire une consultation, mais souvent, ils en font. Donc, ils font une consultation pour connaître à combien et sous quelles conditions on leur achèterait leur électricité. Souvent, c'est plutôt du surplus pour les collectivités qui font des opérations d'autoconsommation individuelle ou collective. Voilà, donc les collectivités viennent assez naturellement vers nous, peut-être pas tous, mais quand même une grande partie. Voilà, l'idée c'est vraiment de se faire connaître. Ça va être pareil comme le photovoltaïque, on commence à être bien connu aussi. Peut-être en biomasse, on a encore besoin de se faire connaître sur ce marché-là. Merci Pierre, merci à toutes et à tous, à tous les sociétaires présents aujourd'hui. On va s'en arrêter là. Je tenais chaudement à remercier Pierre pour son intervention et pour la réponse à toutes tes questions. Je rappelle que ce webinaire fait partie d'un cycle de webinaires à destination des sociétaires, donc du réseau Enercop, et que les 2 prochains webinaires que je peux vous annoncer, c'est le lundi 2 novembre 2020 de 13h à 14h. Donc, c'est un webinaire Enercop pour les nuls. C'est surtout un webinaire qui vous explique le fonctionnement d'Enercop, le b.a.-ba en fait d'Enercop. Et enfin, ça, c'est le lundi 2 novembre, vous pouvez le noter. Et le jeudi 26 novembre, on aura un webinaire sur la production. Et c'est comment Enercop développe la production d'énergie. Merci Pierre, merci à tous les participants. Je rappelle que ce webinaire sera disponible en replay sur le village Enercop. Donc, vous pouvez déjà noter que vous pouvez aller sur le village pour vous inscrire et pour pouvoir revoir ce webinaire. Et donc, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre fidélité et pour votre présence. Merci beaucoup à vous. Merci à tous.